حاجة في الصحراء، يعني كله الحمد لله الطريق من سيوة للقاهرة أمان، وجوه في الصحراء أمان. فعايزين ندي انطباع للعالم الخارجي إن إحنا بلدنا أمان، وعايزين السياحة ترجع زي زمان إن شاء الله. نهى علاء pour Nile TV. Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat. Comme on l'a annoncé au début de l'émission, elle concerne le tourisme, la situation du tourisme aujourd'hui, son retour peut-être. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Samir Fahmi, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste rappeler, avant de commencer, que le secrétaire général du syndicat des guides touristiques, Hassan Al-Nahl, a déclaré que les États-Unis avaient conseillé à leurs citoyens de passer leurs vacances du Nouvel An en Égypte comme étant l'un des pays les plus sûrs, et ceci après la publication d'un rapport américain en ce sens. Al-Nahl a ajouté que le ministère du Tourisme et l'organisme de la promotion du tourisme doivent intensifier leur propagande pour attirer le plus grand nombre de touristes. Il est à noter que l'aéroport de Luxor a accueilli depuis quelques jours le premier avion touristique japonais après un arrêt de plus de 5 ans. Alors, on voudrait discuter tout d'abord cette décision de la part des États-Unis de déclarer l'Égypte zone verte du jour au lendemain. Donc, on a l'impression, quand les décisions se prennent comme ça rapidement, que ce sont plutôt des décisions politiques plutôt que décisions touristiques. Oui, tout à fait, on ne souffre que de ça. Depuis 2011, c'est politique. Ce que nous confrontons, pour préciser encore plus, depuis 2013. Notre confrontation avec la baisse touristique, elle n'est que politique. À 60%, on va dire, politique, et 40% sentimental. Du touriste qui va prendre la décision de partir en Égypte. Et c'est la même chose. Comment le lendemain, les Américains ont décidé que l'Égypte est une zone verte. Alors, il faut vraiment être courageux pour prendre une décision comme celle-ci. Vous voyez, on est toujours dans les zones grises. On préfère toujours la zone grise en prenant une décision entre blanc et noir. Alors, c'est ça ce qui se passe en Europe actuellement. Actuellement, l'Égypte, depuis 2013, elle est en zone jaune, où la moitié de l'Égypte, la partie touristique, sur la carte du ministère des Affaires étrangères française, ils ont mis l'Égypte, la moitié de l'Égypte, jaune. Même le Sinaï, avec la guerre qui se passe là-bas et tout cela, mais ils ont indiqué des pointes jaunes. C'était un point jaune, Taba c'était un point jaune, et ils ont déconseillé le déplacement entre les zones jaunes. Alors, qui a le courage de prendre une décision de transformer une zone jaune en verte? Vous voyez, c'est pas facile. Ils ont plein de choses à reviser avant de prendre une décision comme celle-ci. Par exemple, les lobbies, le lobby des frères musulmans en France, précisément, je vais parler de la France, on parle français, alors on parle de la France, on ne va pas parler du reste du monde, ça n'intéresse personne, ceux qui regardent ce programme, je crois. Alors, des lobbies en France, ils vont sauter immédiatement pour dire, mais comment l'Égypte devient une zone verte et tout. Maintenant, avec la décision américaine, qui ont eu le courage de le faire, à mon avis, ça va encourager d'autres pays en Europe de le prendre. Comme ça a encouragé des politiciens en Europe de changer leur discours et de parler comme Fillon. Moi, je suis impressionné par Fillon et ce qu'il a dit dans son dernier discours, et de favoriser l'Égypte de sa décision de considérer les frères musulmans comme terroristes, tandis que la France n'ose pas le faire. Ça va changer plein de choses. Aujourd'hui, l'électeur français
qui est forcément, il va écouter ce discours parce qu'il est intéressé à choisir son président, son futur président. Alors aujourd'hui, même s'il ne s'intéresse pas à la politique étrangère, mais il va écouter quelqu'un qui lui parle de l'Égypte et que la décision égyptienne, c'est la décision juste et que l'Égypte n'est pas un pays terroriste. Alors là, ça va changer, à mon avis, ça va changer plein de choses dans la situation touristique sur l'Égypte. On parle tourisme, n'est-ce pas? Actuellement, jusqu'à présent sur le terrain, nous n'avons pas de retour de la saison égyptienne, de la saison de l'hiver égyptien. Ou est-ce qu'on a, par exemple, 50% ou comment voyez-vous les réservations pour cette saison? Alors, écoutez, ça ne va pas tomber du ciel. Okay, on dit qu'il faut transformer les couleurs sur la carte de jaune en vert. Alors ça va mettre du temps. Il faut lancer des programmes, il faut trouver des moyens de transport. Alors pour l'hiver, ça ne sera pas le top, mais on va avoir des réservations. On commence déjà à recevoir quelques chambres gouttes sur la saison. Voilà, quelques gouttes. On commence à avoir quelques gouttes toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça va. Mais le jour du lendemain, ça ne va pas arriver comme ça. Alors, ce qui est bien aussi pour le tourisme égyptien, c'est à double tranchant. Bon, d'un côté, c'est mieux pour le tourisme égyptien parce qu'on n'est pas prêt à recevoir des flots de touristes. On n'est pas Donc, prêt sur quel plan? notre structure touristique aujourd'hui n'est pas prête. Les hôtels, si on dit un hôtel qui a 400 chambres, par exemple, moi je ne conseille pas que les 400 chambres soient ouvertes. Parce qu'il n'y a pas le personnel qualifié de faire le service pour un hôtel plein, à 100%. Alors, ça va démarrer petit à petit. En même temps, on va se rattraper sur la structure touristique, je peux dire aussi petit à petit. Parce qu'on parle en disant cela, ce n'est pas seulement que les hôtels, mais il y a aussi des restaurants, il y a des magasins, il y a des moyens de transport, des bus. Alors je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'ils ont changé les pneus, par exemple, des bus. Et ça, c'est très important. Ça peut faire un effet plus fort qu'un acte terroriste. Un bus renversé ou quoi. Alors ça, ce sont des choses qui sont plus importantes à surveiller, à suivre que l'état du matelas dans la chambre de l'hôtel. Les pneus des bus, c'est plus important. Parce qu'on fait des trajets de 300 km, de 400 km à des grandes vitesses, même si la vitesse est forcée par le radar et tout cela, mais ces états-là, moi je vois essentiellement qu'il faut surveiller l'état et reviser l'état des moyens de transport égyptiens, plus important que les hôtels. Oui, mais à qui de faire cela? Qui est chargé de superviser la sécurité, la maintenance, les équipements Ceux qui sont responsables de faire ça tout le long du tourisme égyptien. Oui, c'est l'organisme du tourisme, par exemple, ou bien c'est la police touristique? C'est le ministère du tourisme et la police du trafic, pas la police du tourisme. Parce que celui qui contrôle le bus et qui dit, voilà, ce bus, on va lui mettre les matriculations, on va renouveler son permis, tout cela, c'est la police du trafic. Mais concernant les hôtels, le personnel, les chambres, etc. Ça, c'est le ministère du tourisme. Il y a la chambre. Est-ce qu'il travaille maintenant dans ce sens du moment qu'il y a peut-être un retour proche peut-être du tourisme dans les quelques mois à venir? Est-ce qu'il se prépare maintenant? Il travaille dans ce sens. Ils ont envoyé des lettres aux hôteliers, comme quoi qu'ils soient prêts. Parce qu'il y a des comités qui vont aller inspecter. Alors, comme je dis, c'est à double tranchant parce que petit à petit, ça va démarrer. Et en même temps, on peut se rattraper sur le niveau du service. Mais pourquoi je dis double tranchant? Parce que il y a aussi l'autre côté. Il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi qui est l'ennemi du monde entier maintenant. On ne peut pas garantir que cet ennemi il va rester calme, il ne va rien faire en attendant que le tourisme revient à 100%.
Vous voyez, on va rester dans ce dilemme pour longtemps. De toutes les manières, même si le tourisme représente un revenu en devise étrangère pour l'Égypte assez important, on ne peut pas miser sur le tourisme. Puisque, comme vous l'avez dit, vous avez les ennemis, je ne dirais pas de l'Égypte seulement, mais du monde entier. Aujourd'hui, les terroristes, c'est les ennemis de tout le monde qui peuvent effectivement attendre un certain retour du tourisme pour donner un nouveau coup et donc lui donner un coup à nouveau. Mais ceux qui travaillent dans le tourisme ont été durement affectés pendant les 5 dernières années à cause de tout ce qui s'est passé dans le domaine touristique. Ces gens-là, quelles sont les initiatives qu'ils doivent prévoir aujourd'hui au cas où il n'y aurait pas un retour comme attendu du tourisme? Ceux qui ont quitté le tourisme, ceux qui ont abandonné le tourisme, ils l'ont abandonné. Qu'est-ce que vous attendez de l'initiative de notre part? C'est-à-dire en lutte et en lutte. Et moi, je ne vois pas autre chose. Continuer à lutter, à résister, à essayer, à faire le maximum de rester debout pour continuer dans ce domaine. Oui, mais il faudrait peut-être aussi envisager le tourisme interne des Égyptiens. Quand aujourd'hui, pour une famille égyptienne, pour aller à la mer Rouge, par avion par exemple, ou si pour aller à Marsa Alam, qui est une destination assez éloignée, le billet d'avion, il coûte toujours trop cher. Il coûte 3 pour une famille de 4 personnes. Par personne, ça coûte oui, 3 000 c'est énorme pour une famille. Oui. C'est comme si il faut absolument revoir ces prix. Par exemple, et les prix des hôtels. Moins que cela. Bien sûr, ici, et en Turquie. En Turquie. Tout à fait. Mais je suis d'accord, mais ça, c'est encore l'un des dilemmes du tourisme égyptien. C'est égyptaire. Parce que le moyen de transport qui coûte 3 000 livres par personne, c'est égyptaire. Et pourquoi on n'arrive pas à faire venir des Français sur l'Égyptaire? Parce que ça coûte cher, ça coûte 1 500 € un billet d'avion. Comme il coûte 3 000 livres à l'Égyptien pour aller à Hurghada ou pour aller à Luxor, aller-retour, ça coûte à un Français 1 500 €. 1 500 €, c'est le prix d'un voyage, d'un grand voyage. Qui dure non, mais vous 10 avez jours. aussi. Vous voyez, dans le luxe. Oui, mais vous pour avez. un autre pays. Tout compris. Non, mais d'un autre côté, Rien vous que avez le des billet d'avion. hôtels à la mer Rouge, à Hurghada surtout, qui accueillent des centaines d'ouvriers allemands et russes et qui viennent passer all inclusive, c'est-à-dire tout inclus. Oui, tout inclus, voilà, et pour 3 fois moins que rien. Que gagne-t-il de ce genre de touristes? L'hôtel, que gagne-t-il de ce genre de tourisme? Le tourisme en général. Mais Ou alors tourisme, vous avez des billets parce que trop chers, moi, ou alors vous avez des... Je vais vous dire quelque chose. D'abord, ce sont des ouvriers. Alors les ouvriers, ils gagnent leur vie. Mais qui ne dépensent pas. Mais qui ne vie, dépensent pas. Dans ma vie dans le tourisme, Oui. moi j'ai travaillé comme guide au début. Je travaillais quelques années comme guide. Dans ces années, j'ai fréquenté toute catégorie ou standard de français, belges, suisses, tout ce qui est francophone et anglophone. Ceux qui dépensent plus dans son voyage, c'est l'ouvrier. Vous voyez, ce n'est pas la classe bourgeoise qui dépense, c'est l'ouvrier. Moi, je ne les ai pas vus dépenser en tout cas. Parce que je les ai vus pendant une semaine, mangeant, dormant et ne pas sortant de l'hôtel. C'est ce qu'ils font. Quand c'est tout inclus aussi, ils ne sortent pas de l'hôtel. Ça, c'est vrai, parce que le tout inclus, oui. ça ne fait pas trop sortir. Mais vous devez poser la question aux marchands qui se trouvent dans l'hôtel. À combien ils ont vendu cette semaine? À combien ils ont vendu à ces touristes qui ont gagné un peu d'argent, qui viennent les dépenser. Tandis que quand on parle de la classe bourgeoise, pensez-vous que cette classe bourgeoise, elle va venir pour acheter le t-shirt égyptien? Il ne va pas l'acheter parce qu'il ne va pas le porter. Non, mais il s'intéresse aux statuettes, aux papyrus, il s'intéresse aux épices. Vous voyez, il va acheter une pièce pour faire plaisir. Mais il ne va pas acheter il ne va pas faire une bonne affaire. Parce que pour lui, une bonne affaire, il ne va pas la faire en Égypte. Parce que déjà, cette classe, elle ne veut pas venir en Égypte aussi. Parce que, pour plein de raisons,
la sécurité. Ça c'est depuis longtemps. Hein. Je parle depuis longtemps, cette classe ne vient pas. La sécurité, il ne veut pas se mélanger avec l'autre classe de sa nation. Il ne veut pas se mélanger avec, alors, comme il voit, ce sont des flots qui viennent en Égypte dans les avions de charter. Alors lui, quand il voyage en Égypte, il fait un voyage à la carte, tout seul, avec un guide privé, avec une voiture privée, et il ne se mélange pas. Nos destinations balnéaires ne l'intéressent pas tellement que les destinations qui se trouvent en Europe. Sauf si c'est un plongeur. Ça va, le plongeur, il va venir, il va chercher où il y a les sites de plongée, il va partir au site de plongée. Alors, nous avons choisi que notre tourisme soit un tourisme de masse et pas de qualité. Et nous payons aujourd'hui pour ça, parce que nous avons 200 000 lits qu'on n'arrive pas à remplir avec une telle situation. Alors quand on va essayer de les remplir, on va appeler tout le monde pour venir le remplir. Les Égyptiens ne sont pas capables de remplir ces 200 000 lits, même avec un prix d'avion à 30 livres. Même si on va mettre le prix d'avion à 30 livres et pas 3 000 livres, ils ne sont pas capables. C'est pas... Ils ne vont pas partir pendant toute l'année pour voyager, remplir pas les 52 semaines. On va les voir, ils vont remplir ces lits pendant 12 semaines, la longueur de l'année, et puis le reste, et les 40 semaines restantes, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est pour cela, le touriste égyptien, ce n'est pas la solution. Quand on pense que c'est le touriste égyptien qui va nous résoudre le problème, non. Ce n'est pas la solution. Et puis, la dévaluation de la livre égyptienne a touché tout le monde. Touché tout le monde. Si j'ai 100 livres dans ma poche, le lendemain, ils sont devenus 50. Alors, comment je vais faire? Ils sont devenus 50 et les prix ont doublé. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer l'électricité de ma maison ou je vais aller manger un sandwich quelque part. Imaginez-vous alors si on parle de voyager et de partir en vacances et avec tout ce que ça coûte. Parce que partir en vacances, ça coûte, je doute qu'ils ont des maillots de bain. Alors il va acheter le maillot de bain, il va acheter plein de choses qui coûtent. C'est pour cela que je ne compte pas. Ça peut aider, ça peut pousser un petit peu, mais ce n'est pas la solution. M. Samah, il y a quelques voix qui parlent d'attirer quand même les touristes du sud-est asiatique ou de l'Amérique du Sud. En disant que dans saison 3, quand même, l'Égypte n'a pas été tellement attaquée qu'en Europe ou aux États-Unis. Alors, ils gardent toujours de bonnes relations avec les Égyptiens, de bons souvenirs d'autres séjours qu'ils ont faits. Surtout qu'en sud-est asiatique, il y a par exemple la Malaisie, j'y étais, ils aiment les Égyptiens. S'ils ont la possibilité, ils vont venir visiter l'Égypte. Comment voyez-vous ce touriste sur l'échelle, le grande échelle du tourisme égyptien? C'est ça la solution. C'est ça la solution. Alors, on dit les Égyptiens 12 semaines de l'année, les autres pays du monde le reste de l'année. Si on reste à penser aux Français, Italiens, Anglais, on va rester dans cette situation. Le jour, le lendemain, on a un problème avec un de ces pays ou n'importe quel problème politique, ils vont arrêter, on va revenir au point zéro, tel qu'on est. Pourquoi la Turquie? La Turquie, elle a des problèmes. La Turquie, elle a des problèmes, mais elle ne souffre pas beaucoup du tourisme. Pourquoi? Parce que les Russes, ils sont revenus en Turquie, il n'y a pas des Européens, ils ne vont pas en Turquie, mais ils ont bien survécu parce qu'ils ont les Arabes. Quand je dis les Arabes du pays du Golfe, ils ont le sud-est de l'Asie et ils ont l'Amérique du Sud. Toute leur vie, ils travaillent sur le monde entier. Alors ils ont réussi dans le temps de crise, ils n'ont pas souffert comme on fait. Bon, avant de terminer, puisque le temps est vraiment terminé, mais on voudrait savoir, est-ce que vous êtes optimiste pour la période à venir dans le tourisme? Pour la première fois, je dis ça dans ce programme depuis 2013. Oui, je suis optimiste. On l'espère. Cette fois-ci, aujourd'hui, je suis optimiste avec, je viens de vous dire, le discours qui a changé. Les lecteurs européens, l'année prochaine, c'est en France, en Allemagne, déjà en Angleterre. Ça va changer.
On l'espère. Espérons pour le mieux. Espérons Monsieur pour. Samir Sami, on tenait à vous remercier d'avoir été des nôtres et à vous, pour vos explications également. Merci à vous. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi et je remercie mon collègue aussi Samir Rezi avant de terminer et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.